voir le tour du Luxembourg. Comment j'ai pas entendu? J'ai dit le retour du Luxembourg. Le retour du Luxembourg en grand tambour. Ouais. Je vois bien. Okay, donc voilà, la semaine dernière, on a fait le Tosfot qui restait avant. Ça veut dire, voilà, il y a tout enregistré avec Sacha. Mais donc là, on est à la Mishnah, on commence à la nouvelle Mishnah de Nechassim chez Shem Harayut. Donc voilà, donc Dafkabba Bamoud Aleph dans la Mishnah, quoi, finalement. Ouais, normalement, c'est pas très compliqué, voilà, mais donc on y va pour l'instant. Après, donc la Mishnah elle dit comme ça, elle dit Nechassim chez Shem Harayut, ça veut dire les biens qui sont en fait sur lesquels il y a une responsabilité, dans le sens où ça veut dire qu'en fait, ce que ça veut dire, c'est que quand quelqu'un il prête de l'argent, par exemple, les biens qu'il met comment dire, comme collatéral pour le prêt de l'argent, en général, c'est des biens immobiliers. Parce que en fait, le prêteur, il sait qu'ils sont là. Et aussi, même si jamais en fait l'emprunteur il les vend après, le prêteur il peut dire voilà, moi j'avais ça. Ça veut dire si jamais il y avait un shirvud nechassim, c'est-à-dire que si jamais dans le contrat il y a marqué que c'est bien les biens du prêteur, ils étaient hypothéqués en fait au prêteur, les biens de l'emprunteur, ils étaient hypothéqués au prêteur, donc en fait, il peut toujours aller les chercher pour les récupérer. Et donc voilà, donc c'est pour ça que la Mishnah elle appelle ça Nechassim Sheshlam Harayut. Ça veut dire les biens qui servent, comme ils ont traduit, de garantie, ou qui sont de garantie. Ça veut dire en fait tous les biens immobiliers, ça veut dire tout ce qu'on appelle les karkaot. Donc voilà, donc ça veut dire, puisqu'on continue l'histoire des kinyanim. Avant ça, dans la Mishnah précédente, la Mishnah, elle avait parlé des kinyanim, des animaux, avec Meshicha, Akba, etc., Messira. Comment est-ce qu'on acquiert un cheval, comment est-ce qu'on acquiert un éléphant, etc. Et donc là, parce qu'on était passé, tu vois, de comment est-ce qu'on acquiert une femme, après ça, comment est-ce qu'on acquiert un esclave, et après ça, comment est-ce qu'on acquiert un animal, et maintenant, c'est comment est-ce qu'on acquiert simplement, voilà, un terrain et des biens immobiliers et des biens non vivants, quoi. Donc on dit Nechassim Sheshlam Harayut, donc des biens qui sont qui peuvent servir de garantie, donc des biens immobiliers. Niknin Bekesef, ils peuvent être acquis avec Kesef, avec Shtar, avec un contrat ou Chazaka, et avec le fait de Chazaka, on va voir. Je pense que Chazaka, ça veut dire quand on prend possession de l'objet, c'est-à-dire, on va dire pour une maison, si quelqu'un il change des serrures, par exemple, ou voilà, où il fait des travaux dans la maison, ça s'appelle Chazaka. Mais voilà, a priori, on va voir, c'est pas très net, on va voir Rachid dessus, mais bon. Mais en tous les cas, ça, c'est les trois manières d'acquérir en fait un champ. Voilà, donc voilà, c'est pas soit en donnant de l'argent au vendeur, soit en faisant un shtar, soit en faisant Chazaka. Et Chazaka, on va voir, c'est pas très défini, mais on va voir Rachid ce qu'il dit. A priori, c'est si quelqu'un il fait un changement dans le terrain, c'est sûr que c'est Chazaka. Maintenant, est-ce qu'il pourrait y avoir non, Chazaka? on dit pas. Voilà, c'est ça, un trou, Naal, Gadar, Parat, tu vois, c'est ce que l'Agma avait parlé dans un champ. Elle dit quelqu'un qui met une barrière, qui ouvre une barrière ou voilà, ou qui fait, tu vois, ça veut dire, mais voilà, tout ça, c'est sûr que ça marche pour faire Chazaka, mais la question, ça va être par exemple, est-ce que si quelqu'un, il rentre dans la maison, par exemple, ou dans le champ, et simplement il marche dedans, il fait le tour, tu vois, est-ce que ça serait Chazaka ou pas, tu vois? Okay. C'est une action, tu vois, simplement voilà, qui montre qu'il est tu vois, quand tu es dans une maison, voilà, il dort dans la maison, tu vois, ça veut dire quelqu'un, il rentre dans une maison comme un squatter. Tu vois, ça veut dire, voilà, est-ce que ça s'appelle Hazaka ou pas, quoi, parce que comme tu n'as pas fait vraiment de changement dans la maison, alors est-ce que le fait de l'utiliser en lui-même, c'est une Hazaka? On va voir, tu vois, a priori, on va voir. On va voir dans Rachid, je pense que Rachid dit quelque chose, on va voir. En tous les cas, donc ça, c'est la manière d'acquérir en fait donc des biens immobiliers, c'est-à-dire donc on les acquiert à travers ça en faisant donc Kesef, Shtar et Chazaka. On enchaîne la Maharayut, ça veut dire les biens en fait qui sont pas ça veut dire qu'ils sont pas immobiliers, c'est-à-dire qu'ils servent pas de garantie dans une dette, c'est-à-dire donc des objets normaux, un ordinateur, une voiture comme d'habitude. Donc En Niknin et Rabim Shira, donc ça on peut les acquérir qu'avec Meshicha, c'est-à-dire que normalement donc voilà, donc on avait vu que Messira et tous ces machins-là, ça fonctionnait en fait pour les animaux. On avait vu avec Rachid, Tosfot, est-ce que Meshicha, Kalvachomer ou pas, etc. Mais en ce qui concerne, en tous les cas, les objets immobiliers, ça veut dire un ordinateur, une voiture, ou des choses comme ça, n'importe quoi. En fait, a priori, la Mishnah, elle semble dire que ce qui marche, c'est Meshicha. Et voilà. Et, a priori, Messira, ça ne fonctionnerait pas. Parce que voilà, ça veut dire, parce qu'en fait, grosso modo, Meshicha, c'est que tu prends l'objet et tu l'amènes chez toi. C'est-à-dire, tu le sors du domaine du vendeur. C'est-à-dire, tu prends l'ordinateur, tu le sors du magasin. Ou bien tu prends une voiture et tu la sors du concessionnaire. Ça, c'est Meshicha, quoi.
Alors que Messira, ça serait pas une preuve. Messira, c'est si le vendeur du magasin, il te donne l'ordinateur dans les mains, tu vois, c'est pas encore sûr que tu l'as acquis. De toute façon, la Mishnah, a priori, ça voudrait dire, c'est pas en fait sûr que voilà que tu l'as acquis. C'est pas un acte d'acquisition parce que voilà, tu vois, c'est possible. Tu vois, il y a des vendeurs dans les magasins, ils vont donner les ordinateurs à des acheteurs avant qu'ils passent à la caisse. Tu vois, ça veut pas dire en fait que c'est leur ordinateur. Et si jamais quelqu'un d'autre il veut le prendre, tu vois, c'est ça. Donc a priori, Messira, c'est la Mishnah. Si on prend la Mishnah dans tous les cas dans le sens littéral, ça veut dire que l'objet il est acquis quand c'est un objet mobilier, il est acquis que lorsqu'en fait on l'a sorti du domaine du vendeur et qu'on l'a amené soit dans son domaine, soit dans un domaine public où j'ai le droit d'être, quoi. Comme tu vois, ça veut dire un trottoir ou un parking lot, tout ça, ça marche parce que Et tu puis as la le droit formulation, d'acheter elle avec paraît ton encore ordre. plus exclusive. Je sais plus, je me Ouais, souviens plus de la c'est ça. formulation qu'on avait avant, mais là, c'est N, la M, et là, donc on a l'impression, voilà, c'est vraiment. Parce que tu vois, est-ce qu'on comprend bien la différence avec un animal? Mais c'est parce qu'un animal vivant, par exemple un chien et tout ça, ou j'en sais rien, et c'est normal qu'il a une laisse. Et en fait, ça veut dire que si jamais en fait le propriétaire il transmet la laisse à l'acheteur, alors ça veut dire que maintenant c'est toi le propriétaire, même si jamais en fait le cheval ou le chien ou j'en sais rien, il n'est pas sorti du domaine du vendeur. Parce que c'est une manière de, en fait, on sait que celui qui a la laisse ou celui qui a la bride ou j'en sais rien, c'est lui en fait qui a la possession de l'animal. Mais ça, c'est vrai sur un animal. Tu vois, c'est pour ça que Messira, ça marche les animaux. Tu vois, a priori, ça marche pas dans un ordinateur, dans une voiture. Bien qu'on avait vu après qu'il y avait des discussions sur un bateau et tous ces trucs-là. Ça, c'est Tosfot qui avait parlé. Mais en tous les cas, si on prend la Mishnah, dans le sens littéral, a priori, a priori, c'est voilà que Meshira. Et on va dire, c'est logique, quoi, de dire que Messira, ça marcherait pas vraiment dans un objet inanimé. Parce que c'est pas une preuve que c'est toi le possesseur de l'objet, quoi. Ça existe que les gens ils se passent des objets, c'est tout. Ça ne veut pas dire qu'ils te l'ont vendu. Voilà. En tout cas, donc Meshiras, ça par contre, c'est une preuve que c'est toi l'acheteur parce que tu l'as sorti du domaine du vendeur. Donc ça, c'est une chose. Donc ça, c'est Meshira. Donc voilà. Donc ça, c'est voilà la première fois de la Mishnah. Et ensuite, maintenant, la Mishnah, elle apprend, ça veut dire, elle amène deux chidushim, voilà, donc qui sont stam. Donc le premier chidush, c'est un chidush dans les kinyanim, qui dit simplement, il dit nechassim she'en lahem harayut, c'est-à-dire les nechassim, les biens qui en fait ne sont pas, ça veut dire ne servent pas de garantie, c'est-à-dire donc tous les biens immobiliers, comme par exemple une voiture ou un ordinateur, etc. Niknin im nechasim sheyesh lahem harayut, ils peuvent être acquis avec les biens mobiliers, les biens immobiliers, pardon, avec les biens immobiliers qui servent de garantie, avec KSF, Vishta ou Hazaka, avec KSF, Vishta et Hazaka. Ce que ça veut dire en deux mots, ça veut dire si jamais quelqu'un il vend une maison, qui veut vendre avec la voile, je ne sais pas, le micro-ondes qu'il y a dans la maison, les lustres qu'il y a dans la maison, ou même les choses qui ne sont pas attachées, une voiture dans la maison qui est avec une grotte. En fait, en acquérant la maison, tu acquiers en fait avec KSF, Shta et Hazaka tous les biens qui sont vendus avec la maison, quoi. Et c'est pas la peine de faire Meshicha du micro-ondes, Meshicha de la voiture, Meshicha de tous les trucs, parce que c'est acquis avec le bien immobilier, quoi. C'est ce que ça veut dire. Et après, oui, on va voir, je pense que l'Agma, je sais pas si l'Agma va faire ici, mais l'Alha, même s'ils sont pas dessus, quoi. Ça veut dire que même si jamais, par exemple, quelqu'un, il veut, c'est une des méthodes d'ailleurs qu'on utilise pour la vente du Hametz. Ça veut dire qu'en fait, il y en a qui font ça. Il y a plein de stars de Mechir Hametz. Mais une des manières de vendre du Hametz, c'est par exemple, parce que tu vois, normalement, tu vois comment tu vends du Hametz si par exemple, voilà, tu as du Hametz en France, dans ta maison, et que toi, tu es en Israël ou je sais pas, en Amérique, et tu veux vendre ton Hametz. Alors normalement, tu vois, c'est-à-dire l'acheteur qui est le rabbin, ou tu vois, le goy qui va acheter du rabbin, et tu vois, il faut qu'il fasse Meshicha, tu vois, ou quelque chose comme ça. Et c'est sûr qu'il va pas le faire, et c'est sûr qu'il peut même pas le faire, tu vois. Et donc en fait, c'est la question à savoir comment est-ce qu'on fait Mechir Hametz. Ça veut dire donc il y a une manière, ça veut dire l'ancienne manière que je sais plus pourquoi les gens maintenant ils font plus ça. Je pense que c'est à cause de l'État d'Israël, mais ça veut dire qu'avant la manière quand les contrats de Mechir Hametz étaient écrits avant, ça veut dire on va dire avant l'État d'Israël, c'est que chacun en fait, on disait que chaque juif il disait je vends tout le Hametz que j'ai avec 2 mètres de terrain que j'ai dans la terre d'Israël. Parce qu'en fait, l'idée, c'était que comme chaque juif, il avait une part dans la terre d'Israël, et donc il avait au moins 2 mètres, et donc même si on ne savait pas où est-ce qu'ils étaient, ça veut dire, et comme on peut faire Kenyan, on voit que tu peux vendre avec un bien immobilier, ça veut dire avec un bien immobilier, tu peux vendre tous les biens mobiliers que tu veux avec Kesef, Shta et Hazaka, donc en vendant 2 mètres
tu avais en Israël, Arba Amot que tu avais en Israël, Agav, tu vendais tout le Hametz que tu avais partout où il se trouvait. Et ça, c'est comme ça qu'on peut. Maintenant, je sais, ça veut dire, je pense plus que dans les contrats de Mehiat Hametz, il y a ça, parce que je pense que voilà, comme en fait, voilà, ceux qui avaient, ça veut dire, je sais pas exactement, tu vois, ça veut dire que, je pense que depuis qu'il y a l'État d'Israël, en fait, les gens, ça veut dire avant l'État d'Israël, ça veut dire l'État d'Israël, on avait l'impression, ça veut dire l'appartenir, on va dire à tout le monde ou à personne, j'en sais rien, et donc tout le monde pouvait dire ça. Maintenant, c'est plus discutable si jamais on a vraiment, chaque juif, il a encore 2 mètres carrés dans l'État d'Israël, quoi. Parce que voilà, quoi, ça veut dire, je sais pas, tu vois, c'est un des problèmes, tu vois, qu'il y a avec les Haredim qu'ils ont tout ça, parce qu'ils disent que, voilà, ils ont un droit, tout juif a droit à la terre d'Israël, indépendamment du gouvernement, quoi. Donc, c'est pour ça qu'ils le reconnaissent pas, enfin, ils se donnent le droit de pas le reconnaître, de pas payer les impôts, parce qu'ils disent, voilà, ça veut dire que chaque juif, il est propriétaire de sa partie, et on n'est pas obligé de passer par un gouvernement, quoi. C'est-à-dire, l'idée, c'est que normalement, la raison pour laquelle on dit Dina des Malchuta Dina, ça c'est un truc qui n'a rien à voir, mais moi je ferme la parenthèse juste après. La raison pour laquelle on dit en fait, c'est ça, pourquoi est-ce qu'on doit écouter les lois du gouvernement? C'est parce que s'ils ne sont pas d'accord, si on ne les respecte pas, si on ne paye pas les impôts, en fait, ils peuvent nous jeter dehors. Donc en fait, c'est ça ce qui légitimise la loi du gouvernement, que les juifs doivent écouter la loi du gouvernement, ce qui concerne a priori les impôts et même les autres lois que les goïms y donnent, tant que ce n'est pas contre les lois fondamentales de la Torah, etc. Mais ça veut dire la légitimité de ça, c'est à cause de ça. C'est parce que comme ils nous acceptent et nous, on n'est pas chez nous, donc en fait, ça veut dire, s'ils ont mis une condition en disant tu acceptes que si tu payes les impôts, que si tu fais telle et telle loi, que tu ne portes pas la kippa en public ou des trucs comme ça, normalement tu vas être obligé d'écouter parce que voilà, sinon tu pars, et tu dois partir parce que tu n'es pas chez toi. Mais ça veut dire, mais en Israël, comme en fait chaque juif il est chez lui normalement, donc en fait à cause de ça, ça veut que la légitimité d'une loi laïque ou d'une loi d'un gouvernement, elle est en fait, tu vois, ça veut dire dans la halakha, elle est moindre parce que voilà, ça veut dire qu'est-ce que tu vas me dire si tu ne payes pas les impôts, si tu m'écoutes pas, je t'envoie du pays. Et pourquoi tu m'envoies du pays? Moi j'ai hérité la terre d'Israël. Donc ça veut dire, donc voilà, donc c'est pour ça la différence. Ça c'est une parenthèse, mais ce que je veux dire. Donc en tous les cas, mais ce que je veux dire qu'avant dans les Mehiat Hametz on faisait comme ça. Maintenant je pense qu'ils font simplement un kinyan Khalipin tout court en disant avec le mouchoir, tu vois, du rabbin, qu'on dise, puisque Khalipin aussi ça marche en fait. Ça veut dire tu dis en acquérant le mouchoir, ça veut dire en échange du fait ça veut dire que en fait le mouchoir c'est toi qui le donnes au rabbin, c'est pas le contraire. Ça veut dire non, c'est toi qui prends le mouchoir du rabbin. C'est toi qui prends le mouchoir du rabbin et le rabbin en échange, il acquiert, ou le gars, il acquiert, en échange, il acquiert le Hametz partout où est-ce qu'il est. Mais ça encore, c'est compliqué parce qu'en fait, ça veut dire, c'est pas sûr qu'un gars, il peut faire Khalipin. Donc, ça marche pour donner le pouvoir au rabbin et après, le rabbin, je sais pas comment il se débrouille pour avoir le Hametz. Il doit quand même utiliser une histoire. Il doit commencer, il doit utiliser Kinyan Agav. Mais peut-être pas avec les 2 mètres qu'il a dans la terre d'Israël, peut-être parce qu'il utilise un appartement dans lequel il habite ou un truc comme ça, j'en sais rien. Mais bon, bref, tu vois, mais c'est pour dire que ça veut dire ce Kinyan Agav, ça veut dire cette manière d'acquérir des objets, où est-ce qu'ils soient, ça veut dire avec un terrain immobilier, voilà, ça permet d'acquérir des objets un peu partout, même si jamais ils ne sont pas vraiment accessibles, quoi. Et donc ça, c'est le premier chidouche de la Mishnah. Ça veut dire que quand tu vends un terrain, même si c'est un terrain a priori, on va voir, même si les objets ne sont pas sur le terrain, même si le terrain n'est pas vraiment délimité, comme les 2 mètres qu'on a en Israël, en fait, tu vois, ça veut dire ça te permet de vendre en fait des objets mobiles, des objets, n'importe quel objet, par Kesef Shai Hazaka où il se trouve. Voilà. Donc ça, c'est le premier chidouche de la Mishnah après avoir... Et donc, je relis dans les mots, la Mishnah dit Nechassim shen lam harayut, c'est-à-dire les Nechassim, les biens qui ne servent pas de garantie, ça veut dire les biens mobiles, les voitures, etc. Niknin im Nechassim shesh lam harayut, ils sont acquis avec des maisons, avec des biens qui servent de garantie, ça veut dire des biens mobiles et immobiliers, comme, je sais pas, comme du terrain, comme les 2 mètres qu'on a en Israël. Avec Kesef et Shtai Hazaka, et qu'avec les 2 mètres, en vendant les 2 mètres qu'on a avec Kesef, on vend le Hametz partout où il se trouve. Et donc ça, c'est le premier chidouche. L'autre chidouche de la Mishnah, c'est Zokekin et Anechassim Shesh Lem Harayut Lishava Alein. Ça marche vraiment dans la dynamique contraire. Ça veut dire, dans la première dynamique, c'est
les objets immobiliers, ils sont annulés aux objets mobiliers. Pardon, contrairement, excusez-moi, les objets mobiles, les métaltélines, les objets mobiles, ils sont annulés aux objets immobiliers. Et donc, en achetant l'objet immobilier, j'achète aussi les objets mobiles. Tu vois, ça veut dire tout ce qu'il y a comme dans la maison, comme on a vu. Ici, c'est le contraire. C'est quoi le contraire? C'est parce qu'en fait, il y a une loi qu'on va voir, il y a un Xat à Katouv, comme quoi on ne jure pas sur des terrains. Ça veut dire, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas jurer, il n'y a pas de choix, c'est exempté de choix. Comme voilà, on ne jure pas sur des terrains, on ne jure pas sur des contrats, a priori, on ne jure pas sur, on va voir sur ça, on ne jure pas sur du Hekdesh, sur toutes des choses qui appartiennent à des Zakar. Il y a des choses, en fait, sur lesquelles la Torah a dit, tu ne peux pas jurer dessus. Ça veut dire, c'est comme ça. Ça veut dire que si jamais quelqu'un a un contentieux, par exemple, parce que normalement, donc il faut expliquer c'est quoi le cas du serment normalement dans la Torah. Le serment dans la Torah, il apparaît normalement, c'est un cas, il y a deux cas en fait de serment dans la Torah, où quelqu'un qui est dans un litige d'argent, il est obligé de jurer, et de jurer sur la Torah en prenant un Sefer Torah et en jurant vraiment sur la Torah, etc., de dire que ce qu'il dit c'est vrai. Et ça veut dire, c'est le cas, il y a un cas. Donc, le cas, ça, je pense que c'est très connu dans la Gemara. Le premier cas, c'est si jamais quelqu'un, en fait, il admet une partie de sa culpabilité. C'est-à-dire que l'idée, c'est que si jamais quelqu'un te demande si tu me dois $100, si toi, tu lui dis non, tu ne me dois rien, tu ne dois pas jurer. Tu es cru de dire que tu ne dois rien, tant que l'autre, il n'a pas de preuve que tu lui dois l'argent avec des témoins ou un contrat ou un truc, ou à ce moment-là, tu dois payer, c'est tout. Mais jurer, non, tu vois. Mais par contre, si jamais quelqu'un, évidemment, si jamais quelqu'un dit tu me dois $100 et toi tu dis non, je te dois que 50, là, d'après la Torah, tu dois jurer avec un Sefer Torah, etc. Et si tu ne peux pas jurer, tu dois payer toute la somme. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça veut dire parce que on dit qu'en fait, le fait que ça veut dire on dit qu'une personne quand elle admet la moitié d'une culpabilité, ça veut dire qu'en fait, il y a plus derrière. Ça veut dire parce que tu vois, qu'en fait, tu vois, c'est-à-dire si jamais. Il y a deux choses. D'abord, il n'y a pas de fumée sans feu. Ça veut dire que si quelqu'un qui te demande 100, tu vois, ça veut dire c'est personne, à part les scammers ou les brouteurs et tous ces machins-là, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, ça a changé. C'est pour ça qu'il y en a qui cette halakha ne s'applique pas parce que les gens aujourd'hui sont de la chutzpah. Mais normalement, dans la psychologie humaine, telle qu'elle est envisagée dans la Torah, on va dire des êtres humains normaux, non corrompus, par une société hyper capitaliste ou hyper, je sais pas quoi. Donc, ça veut dire, dans une société normale, en fait, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, un type, il va pas te demander de l'argent si jamais, en fait, il n'y a pas déjà une base, tu vois. Ça veut dire, ça n'existe pas qu'en général, tu vois, tu marches dans la rue, un type que tu connais pas, il te dit, ouais, tu me dois $100. Tu vois, en général, ça n'existe pas. Si quelqu'un te réclame de l'argent, en général, c'est parce qu'il y a une claim. Justifié, pas justifié, mais ça veut dire que, je sais pas, tu vois, par exemple, je sais pas, le type, il t'a prêté son appartement, toi tu croyais que tu allais payer, toi tu pensais pas payer, tu vois, un truc comme ça. Mais il y a quelque chose, tu vois, ça veut dire, c'est quand quelqu'un il te claim de l'argent. Alors, tu vois, alors ici par exemple, on va dire c'est pas justifié si le mec il t'avait pas dit qu'il voulait que tu payes $100 par nuit ou un truc comme ça, mais ça veut dire, l'idée c'est que il y a un objet de claim parce que quand même il t'a laissé dormir dans son appart, tu vois, ça veut dire, il y a quelque chose, il y a quelque chose. Ça veut dire, c'est rare, on a une chazaka, c'est une chazaka, comme je ne sais pas si aujourd'hui c'est encore comme ça, mais à l'époque de la Gemara, à l'époque de la Torah, ça veut dire une chazaka que quelqu'un qui te demande de l'argent, il y a quelque chose, il y a une claim quelque part, c'est pas out of zero, ça veut pas dire que tu dois payer, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a une histoire derrière, tu vois, si tu as prêté sa voiture, j'en sais rien, et tu as un truc. Et donc, quand le type il dit non, je te dois rien, etc., ok, c'est-à-dire que le type il est sûr de lui, il considère que voilà, il n'était pas engagé à payer quelque chose ou quoi que ce soit, quelle que soit l'idée. Donc, ok, il est cru, tu vois, tant que l'autre il n'a pas des preuves comme quoi il s'était engagé à payer quelque chose. Mais si jamais déjà le type il admet la moitié ou il admet une partie, ça veut dire qu'en fait il y a plus, quoi. Ça veut dire qu'en fait ça veut dire le type il ose pas en fait. Ça veut dire il voudrait en fait tout renier, mais il peut pas parce qu'il a trop les boules. Etc. Donc il dit non, c'était pas ça, c'était que ça, tu vois, un truc comme ça. Et en fait, parce qu'il veut se dédouaner, tu vois, en fait, en donnant pas moins que ce qu'il devrait normalement payer. Et donc, en fait, et donc c'est à ce moment-là que, en fait, c'est quand il y a l'admission, tu vois, ça veut dire quand c'est modé bemiktat, c'est ça ce qu'on appelle, donc c'est là où on doit jurer d'après la Torah. Donc ça, c'est un cas, par exemple. Mais ce cas-là, tu vois, ça veut dire, voilà, c'est un cas, c'est un peu, tu vois, le contraire de ce qui se passe aujourd'hui avec quand les mecs qui font des claims avec, tu vois, que les mecs après ça, ils vont en litigation et puis ils font des, comment dire, tu vois, des arrangements où en fait, c'est clair qu'à chaque fois que quand les mecs ils font un arrangement, en fait, c'est sûr que le type qui a accepté l'arrangement, en fait, il devrait payer beaucoup plus, tu vois, ça veut dire quoi, ça. Et d'après la Torah, tu vois, c'est pas acceptable. C'est pour ça que la Torah dit, le type qui admet la moitié, qui admet un truc, il doit jurer que c'est pas plus, quoi. Ouais. Voilà, donc ça, c'est un cas. Et ça, donc dans un terrain, ça ne s'applique pas.
C'est-à-dire que si, par exemple, il y a un litige sur une maison, c'est-à-dire si le litige, il n'est pas sur une somme d'argent, sur des dollars ou sur des voitures ou j'en sais rien, mais sur une maison, ça veut dire que quelqu'un dit, voilà, tu m'avais vendu cette maison, elle faisait je sais pas combien de mètres carrés, et en fait, non, le type, il lui dit, non, mais la maison, en fait, elle fait moins de mètres carrés que tu m'avais dit. Et donc, en fait, il lui dit, non, je t'ai jamais dit ça. Bref, donc là, c'est un cas exactement la même chose, tu vois, où là, il admet la moitié, une partie, en fait, de sa responsabilité. Dans ce cas-là, malgré tout, la Torah, elle dit qu'on ne jure pas, parce que c'est une Xatagatou, qu'on ne jure pas sur des terrains. Et c'est quel que soit le litige. Ça veut dire même si, par exemple, il y a un litige entre des frontières, ça veut dire entre deux, tu vois, ça veut dire entre des voisins et que un type il a gratté le terrain de l'autre et que il admet qu'il a gratté une partie, mais pas tout. Là encore, tu vois, il jure pas parce qu'en fait, c'est une Xatagatou qu'on jure pas sur des terrains. Donc ça, c'est un cas. Mais il y a un autre cas aussi, c'est le cas, bon ça, tu peux rarement trouver dans les terrains. C'est le deuxième cas du serment de la Torah, c'est quand quelqu'un il a donné un objet à garder et que l'objet il a disparu ou bien qu'il a été détruit, etc. Donc là, la Torah, elle oblige le gardien, s'il doit pas payer, s'il veut pas payer, dans certains, suivant les lois, quoi, de jurer s'il veut ne pas payer, quoi. Donc c'est les deux cas où la Torah, a priori, elle demande de jurer en ce qui concerne l'argent, tu vois. Après ça, il y a Et pour le carcaot, ça s'applique. Est-ce qu'il n'y a pas un truc comme quoi ça s'applique seulement pour une partie du terrain, à partir d'un threshold du terrain? C'est-à-dire, si le débat il est sur 1% du terrain, peut-être qu'il n'y a même pas besoin de. Il n'y a pas ça, non? Non, c'est même pas ça. C'est sur un terrain, on ne jure jamais sur un terrain. Tu vois, c'est pas, Ah, quoi qu'il arrive, on ne joue pas. Oui, d'accord, ok. il n'y a jamais de serment sur un terrain. Et c'est pour ça que la Mishnah, elle t'apprend ici un chidouche. Elle te dit que si jamais quelqu'un, et ça c'était très utilisé même aujourd'hui encore dans les Bezdin, c'est encore un loophole, ça veut dire que si jamais quelqu'un, et ça même à l'époque, ça, beaucoup de gens ils faisaient cette magouille-là, puisque tu vois, donc en fait sur un terrain, en fait, tu ne pouvais pas obliger l'autre de jurer, etc. Donc vraiment, il pouvait s'en sortir facilement. Donc une manière de l'attraper, c'était en fait de créer un contentieux aussi sur de l'argent. Par exemple, tu vois, ça veut dire que tu lui dis, voilà, en fait, tu lui prêtes, je sais pas, 200 $, et après ça, tu lui dis, voilà, tu me dois 300 $. Et l'autre dit, non, mais je dois que 200. Alors, tu dois me jurer sur ça. Ok, maintenant, jure-moi, comme tu dois me jurer déjà sur l'argent, alors tu dois me jurer aussi sur le terrain maintenant, puis s'il y a un autre contentieux sur le terrain. Et ça s'appelle Gilgul Shvua. Ça veut dire qu'en fait, qu'une fois que le type, on apprend de la sota, parce que ça veut dire, la base de cette histoire de Gilgul Shvua, on apprend de la sota, parce que dans la sota, quand tu regardes, quand le Kohen, il fait jurer la sota, il y a marqué qu'il le fait jurer sur le mec avec lequel il était soupçonné, mais en plus de ça, il lui rajoute tous les mecs qu'elle aurait pu avoir. Donc ça veut dire le mari il a le droit, ça veut dire parce que pour faire jurer la sota, il faut que le mari il avertisse la femme et sur le type en question et qu'elle soit retrouvée en étant isolée 2 fois avec lui, etc. Mais une fois que les conditions elles sont comment dire requises, elles sont remplies et que donc le Kohen il va faire jurer la femme sur le mec avec lequel elle avait été avertie, etc. En fait, après ça, le mari, s'il a une liste, il peut y aller, quoi. Il peut, parce que dans le passouk, c'est marqué comme ça. Il dit que tu jureras que tu vas pas tromper ton mari. Tu vois, a priori, ça veut dire qu'on part Gilgul Shvua, on lui fait jurer tous les mecs possibles et imaginables, ou même, tu vois, n'importe quel mec qui était, alors qu'elle n'était pas soupçonnée. Et donc, du cas de la sota, on apprend que c'est la même chose avec le serment de manière générale. Ça veut dire que si jamais, en fait, quelqu'un, il a un cas où le type, il a admis la moitié d'une ta'ana, la moitié d'une claim, et que maintenant il est obligé de jurer avec un Sefer Torah, d'après la Torah, etc. Alors le type qui le fait jurer, il peut rajouter toute la liste qu'il a de contentieux qu'il a avec lui, même si c'est des terrains, même si c'est des trucs, tu vois, qui normalement il ne pouvait pas le faire jurer, parce que une fois que tu fais jurer quelqu'un, tu es sur la Torah, ou sur le nom d'Hachem, tu peux faire une liste, quoi, grosso modo. Donc le loophole, c'est de faire en sorte que si jamais on veut faire jurer quelqu'un sur un terrain, on essaye de transformer un autre claim. Tu vas d'ouvrir un autre claim. D'ouvrir un autre claim. Et à ce moment-là, on peut le faire jurer sur autre truc. Voilà, c'est ça. Mais tu vois, normalement, il ne faut pas le faire. Tu vois, c'est ce que la Mishnah dans Pirkei Avot, elle dit que ça veut dire ne te fais pas toi-même comme un avocat. Et donc, ça veut dire bien que les gens ils le faisaient. Ça veut dire, c'est clair que les gens le faisaient. Tu vois, parce qu'en fait, ça veut dire, parce que c'est de la, en fait, tu vois, c'est malhonnête de ta part. C'est-à-dire, si tu sais que quand tu l'as prêté 200 et que simplement tu veux tu vas lui demander 300 pour qu'il soit obligé de jurer. Et tu vois, et ça veut dire, en fait, ok, ça veut dire grâce à ça, il va jurer, après tu peux le faire jurer sur les terrains, même, et donc ça veut dire, en fait, donc ça veut dire, a priori, je ne sais pas si tu as le droit de le faire. Parce que tu vois, malhonnête. C'est quoi, tu sais que tu ne dois pas le 300. Parce que toi, tu fais ça pour récupérer ton argent, tu vois, pour récupérer l'argent. Tu crées un truc qui, à la base, n'existe pas. Ouais, tu peux faire ça, voilà. Et des fois, s'il y a un autre claim, tu sais que tu veux être malhonnête, même sur une autre claim, tant mieux pour toi, tu vois, parce que comme ça, tu n'as pas eu besoin de magouiller, quoi, si tu veux. Si tu sais que tu vas lui prêter 200 et que le type va dire non, je te dois que 100, ou je te dois 50, ou je te dois 25,
ok, tu vois, donc voilà, ok, c'est bon. Mais même ce que tu veux faire plus, tu vois, c'est de carrément claim plus, comme ça, le type, même s'il est honnête, il va admettre que les 200, mais déjà, il est obligé de jurer. Et après, tu vas dire, bah, ok, maintenant, je jure aussi sur le terrain et sur ça, et sur la. C'est ça. Donc, ça, c'est le dernier chidouche. Ça, c'est le chidouche de la Mishnah. Ça s'appelle Zokekin et Tanechassim Sheish Lehem Harayut Nishava Alehem. Ça veut dire, Zokek, ça veut dire, je ne sais pas comment ils ont traduit. Zakouk, c'est ça, non? Ouais, Obligatoire. voilà, c'est ça, ça entraîne, je ne sais pas comment on va traduire, je vois Zakouk, ça met voilà, une nécessité. Voilà, une nécessité. Donc, il donne une nécessité. Les biens, Nechassim Shesh Lehem Harayut, ça veut dire les biens qui servent, ça veut dire de reste garanti que normalement on ne jure pas dessus. L'Ishava Alehem, tu vois, de jurer dessus. C'est sûr que le langage de la Mishnah est un peu bizarre, elle aurait dû dire le contraire, elle aurait dû dire, ouais, c'est Zokekin, ça veut dire, c'est sous-entendu, le sujet de la phrase, il manque. Quoi, ça veut dire les biens mobiliers, tu vois, Nechassim Shesh Lehem Harayut. Zokekin est un nechassim sheyesh lehem harayut l'ishava alehem. Ça veut dire Zokekin, ça veut dire le Zokekin, c'est-à-dire ils entraînent, ça veut dire ils entraînent, sous-entendu, le sujet il est manquant, c'est les biens mobiliers, ils entraînent les biens immobiliers à jurer sur eux. Voilà. Donc c'est ça, donc ça c'est la Mishnah. Donc voilà, donc encore une fois, on va dire il y a 4 parties dans la Mishnah. La première partie, c'est comment est-ce qu'on acquiert un terrain, et c'est Kesef Shtar Chazaka. Deuxième partie, c'est comment est-ce qu'on acquiert un bien mobilier. C'est par Meshicha en l'amenant dans son domaine, en le sortant du domaine du vendeur en tous les cas. Et ensuite, on apprend 2 halachot qui sont en fait qu'on peut acquérir des biens mobiliers avec des biens immobiliers avec Kesef Shtar et Chazaka. Tu vois, ça veut dire partout où ils sont. Comme on a vu, quoi, avec une maison, tu peux acheter tout ce qu'il y a dans la maison ou même les objets qui ne sont pas dans la maison. Ou comme vendre le Hametz avec les 2 mètres qu'on a en Israël. Et ça, c'est le premier. La troisième partie. La quatrième partie, c'est en ce qui concerne le fait de jurer, que normalement, on ne jure pas sur des terrains, mais grâce, en fait, au système de Gilgul Shvua, qu'on va prendre de la Sota, en fait, si jamais quelqu'un, il peut faire jurer quelqu'un sur un bien mobilier, quoi, et il peut ensuite entraîner avec ça, Zokek, qui peut entraîner, donner nécessité à la personne qui est attaquée, quoi, de jurer sur les biens aussi, les biens immobiliers. Ça, c'est ce qui est marqué dans la Mishnah. C'est clair. Ouais. Donc, après, je pense qu'il n'y a pas de suite dans la Mishnah. Ouais. Et après ça, donc, on peut faire Rachid 2 secondes si j'y arrive, une seconde. Voilà. Parce que j'ai pas de mal avec moi ni rien. J'essaie de. Parce que je ne suis pas ouvert Rachid 2 secondes, donc je ne peux pas Rachid. 2 secondes. Ouais. Voilà. Donc, ok. Donc, je pense que ça commence ici. Ouais. Après, ça repart de la ville. Donc, c'est bon. Je pense que c'est bon. Ça, c'est clair. Ok. Ok, maintenant, ça marche. Alors, donc, Rachid va simplement expliquer les terminologies de la Mishnah, etc., quelque chose. Donc, il dit d'abord, c'est quoi la terminologie de Nechassim Sheyesh Lehem Harayut, biens qui sont une garantie ou qui peuvent servir de garantie. Donc, il explique Rachid, Ainu Karkaot, ce sont les terrains, Shaharayut Kol Adam Alové, puisque la reste, ça veut dire la responsabilité, la garantie, Harayut, on va dire la garantie de n'importe quel homme qui prête. Va nocher Bechavero, ou bien auquel son ami lui doit de l'argent, Alehen, ça veut dire il met toute sa garantie sur les biens immobiliers. Rachid explique pourquoi. Les fiches chez Kayamin, parce qu'ils sont persistants. Ça veut dire voilà, les terrains ne vont pas s'effondrer. Vomdim, et ils se dressent tout le temps. Donc c'est pas comme une voiture qui se casse ou un ordinateur qui se casse ou des choses comme ça. Donc c'est pour ça que quand quelqu'un prête de l'argent, ça veut dire le collatéral, ça veut dire la chose en fait sur laquelle il met sa confiance. En fait, c'est sur les biens immobiliers. Donc c'est ce que Rachid explique. Donc c'est pour ça qu'il explique donc la terminologie de Nechassim Sheyesh Lehem Harayut, les biens qui sont une garantie. Voilà, donc il dit c'est celui qui prête de l'argent à quelqu'un. Il utilise ça comme garantie parce que voilà, c'est ça pour lui, c'est ça sa garantie parce qu'il reste et il bouge pas. Et frère, c'est pour ça en fait que le prêteur, voilà, il a confiance dans ses biens. C'est sur ses collatérales immobiliers qu'en fait il est prêt à prêter de l'argent. C'est bon. Rachid a fait quoi expliquer la terminologie de la Mishnah. Tu vois, c'est ça ce qu'il veut dire. Ça veut dire grosso modo, voilà. Peu importe, tu vois, ça veut dire whatever it is. J'ai pas envie d'entrer. Ça veut dire, je sais pas, tu vois, qu'est-ce que ça va être la halakha. Si jamais quelqu'un, il a, par exemple, tu vois, je sais pas, aujourd'hui, il y a des, j'en sais rien, tu vois, quelqu'un, il met en collatéral je sais pas, un tableau
ou même, tu vois, une voiture, mais parce que tu vois, c'est-à-dire, aujourd'hui, les trucs, ils ont des puces et tu peux les retracer, quoi, même, tu vois, les téléphones et tout ça. Tu vois, mais ce que veut dire l'idée, c'est ce que je veux dire, c'est est-ce que quelqu'un, est-ce que si quelqu'un il met ça en collatéral, est-ce que ça marche ou ça marche pas? J'en sais rien, tu vois. En fait, a priori, ça marche pas. Je veux dire, ça veut dire, grosso modo, ce que je veux dire, c'est, ouais, après réflexion, tu vois, c'est ce qu'il dit Rachid, c'est difficile. C'est parce que tu vois, c'est parce qu'en fait, ça veut dire la raison pour laquelle, en fait, ça veut dire, voilà, ça veut dire, je vais expliquer, ça veut dire, ouais, ouais, tu vois, je peux chercher l'agma, mais ça veut dire, en fait, je vais chercher l'agma après pour référencer ce que je dis, tu vois, mais ça veut dire, en fait, l'agma, elle donne une autre raison pour laquelle, en fait, on utilise les biens immobiliers comme collatéral. C'est pas parce qu'en fait, ils vont pas partir et que le prêteur, il sait où est-ce qu'ils sont, etc. C'est pas ça la raison. Ça veut dire l'agma, je pense. En tout cas, je vais la chercher après, mais ça veut dire, je prends l'agma donne une autre raison. Elle dit qu'en fait, ça veut dire l'idée, c'est comme ça, c'est que quand quelqu'un il vend un terrain, en fait, ça veut dire ça veut dire en fait, si jamais le terrain il est en collatéral sur une dette, en fait, c'est facile à vérifier et tout le monde le sait. Ça vient ça jusqu'à aujourd'hui, c'est comme ça, tu vois. C'est-à-dire, si jamais il y a une sorte de mortgage sur un terrain, quelqu'un il vend une maison, un truc comme ça, tu vois, ça veut dire tu peux retracer, et tout le monde retrace, les notaires ils font ça, ou j'en sais rien, les avocats, peu importe. Tu vois, ils retracent si jamais il y a justement il y a une dette sur tu vois, sur le terrain. Et donc, et c'est jouable. Ça veut dire l'acheteur. Donc, en fait, quand il sait que, par exemple, que le terrain, il a été collatéral sur une dette, il sait qu'il prend un risque, tu vois. Et donc, en fonction, il va payer moins cher le terrain, on va dire. Tu vois. Par contre, tu vois, et donc, voilà, c'est t'achètes un risque en disant que si jamais le propriétaire, il paye pas sa dette, après ça va être repris par le prêteur, par le prêteur, et toi, tu auras perdu ton argent ou tu vas avoir du mal à le récupérer, etc. Mais en fonction de ça, si tu veux, ça joue comme c'est quelque chose en fait qui est très retraçable et c'est rare en fait. Bien qu'en Israël, il y a plein d'histoires, surtout il y a de moins en moins, mais il y a des dizaines d'années, c'était la grosse arnaque en Israël que tout le monde faisait. C'était de vendre la maison à 5 personnes, etc. Voilà. Et tu vois, mais disons voilà, que normalement, quoi, je pense que voilà, après un peu moins de corruption dans le gouvernement, c'est facile, on peut dire, si tu veux, comment dire, à arrêter cette arnaque, quoi. Par contre, tu vois, c'est si jamais tu commençais à dire sur une voiture, par exemple, ou un tableau, ou n'importe quoi, quelque chose qui a une grande valeur, mais même si c'est quelque chose qui ne va pas s'en aller, tu vois, quelque chose qu'on veut dire qui est très, voilà, qui est tracé, qui est codé, on sait qu'il y en a un seul, on sait où est-ce qu'il est, etc. En fait, l'idée, c'est que si jamais, on va dire, quelqu'un, il vole de l'argent et puis, en fait, il vend un tableau et l'acheteur, en fait, il ne veut pas savoir, en fait, ça veut dire si jamais le type qui lui vend, il doit de l'argent ou pas, tu vois, ça veut dire combien il doit et est-ce qu'il pourrait ensuite, tu vois, ça veut dire. Et donc, même dans le cas où, en fait, si tu veux, ou même si jamais, on va dire, même si ça a été mis même nécessairement en collatéral sur une dette, tu vois, l'acheteur, en fait, il ne peut pas le savoir parce que, en fait, les objets comme ça, les objets mobiliers, en fait, ça veut dire ils n'ont pas de trace. Ça veut dire c'est pas que l'objet n'est pas traçable. Tu vois, Rachid dit que l'objet n'est pas traçable, donc en fait, le prêteur, il va jamais prendre ça comme garantie parce qu'il pense que l'objet va disparaître. Tu vois, ça, c'est ce que Rachid dit. Mais quand tu vas dans l'agma, elle dit pas que c'est ça la raison. L'agma dit que c'est parce qu'en fait, l'acheteur, il peut pas retracer, en fait, il peut pas savoir si jamais l'objet il a été mis en collatéral. Parce que tu vois, sur un terrain, en fait, tout le monde sait si un terrain il a été. Ça veut dire, elle m'a dit en fait que quand tu prends tout ce que tu fais sur un terrain, c'est toujours public et c'est toujours gardé, c'est toujours, tu vois, tu vois, c'est toujours, voilà, c'est facile de vérifier, tu vois, sur un terrain s'il y a des mortgages dessus, s'il y a des dettes dessus, etc. Sur un objet, dire, tu vois, ça veut dire un diamant ou j'en sais rien, même une voiture ou ce que tu veux, un ordinateur. Tu vois, quelqu'un qui va l'acheter, il ne peut pas savoir en fait si jamais cet objet il a été mis en collatéral une dette ou sur un prêt ou quelque chose comme ça, tu vois. Et à cause de ça, comme c'est impossible pour l'acheteur de protéger, donc en fait, c'est pour ça que la Torah, elle a dit qu'en fait, les Hachamim, ils ont dit qu'on ne peut pas utiliser comme collatéral que des biens immobiliers, quoi. Je pense que ça, c'est la raison qui est donnée dans la Gemara, et c'est pour ça que moi, je suis étonné par Rachid qu'il ne donne pas cette raison. Il dit qu'en fait, non, c'est parce que le prêteur, lui, il veut un truc qu'il peut voir, et tant qu'il ne le voit pas, il n'est pas d'accord, etc. Mais si tu veux, si tu veux, je vais essayer de retrouver la Gemara, tu vois, ça veut dire, j'espère retrouver la Gemara, je vais essayer de 2 secondes, j'espère, tu vois, 2 secondes, je pense, tu vois, 1 seconde, j'espère.
On essaie de regarder. C'est parce que ça prend du temps à load et parce que je sais que la connexion elle est pas là, donc je sais pas. Je peux plus m'empêcher de quand même aller vérifier la source, mais pour l'instant, je crois que c'est Bob Batra. Selon ce que je regarde dans Sfaria, ça m'a donné Attends. Une seconde. Je vais laisser tomber, mais je suis presque sûr de ce que je vous dis, mais ça. Deux secondes. Après ça, j'arrête. Je fais encore une autre recherche. Ok, je laisse tomber, j'avance. J'essaie simplement de voir. Je pense que je vais laisser tomber après. Ouais, j'arrive pas à retrouver. Mais je suis presque sûr de ce que je dis. Enfin bon, c'est pas grave, je laisserai tomber. J'arrête de regarder. Une seconde déjà. Voilà, c'est là. Donc, c'était la bonne référence depuis le début. J'essaie de montrer, tu vois. Mais ça veut dire, tu vois, l'Agmara ici, elle parle comme ça, elle dit. Tu vois, ça veut dire, l'Agmara disait comme ça, elle dit. Tu vois, ça veut dire. Bref, tu vois, l'Agmara dit. L'Agmara explique, en fait, que normalement, ça veut dire. Ça veut dire que l'Agmara explique, en fait, on va dire, je sais pas, je sais pas où reprendre, tu vois, des secondes. Ok, ouais, je prends depuis le début. Allez, bon, tu vois, c'est avec moi dans la batterie, j'espère que ça va pas vous embrouiller, mais c'est pas grave. Mais c'est rien que parce que c'est une question sur Rachid, c'est tout. Mais donc, je dis, tu vois, c'est avec moi dit. Donc, je peux zoomer, même si vous voulez 2 secondes, je vais essayer. Voilà. L'Agma, elle dit comme ça, l'Agma, elle commence avec une halakha, on peut prendre d'ici, Damar, qui est de Ravin Bar Shmuel, donc Damar Ravin Bar Shmuel, Mishem et Shmuel, Amocher Sadeh la Havero. Donc, si jamais quelqu'un il a vendu un champ à son ami, Shilo Baharayut, ça veut dire même si jamais en fait il avait donc voilà, c'est dans le cas où il n'a pas pris la responsabilité en disant je te vends ce champ, mais si jamais en fait il était en mortgage sur quelque chose d'autre, ça veut dire il y a une dette dessus qui serait du vendeur lui-même ou de quelqu'un d'autre qui était avant, tu vois, ça veut dire voilà qu'il n'a pas vérifié en fait le deed en fait si jamais il était vraiment clean quoi. Donc, en tous les cas, et donc, imaginons donc en fait que quelqu'un il a vendu son champ chez la Chavero Shelo Bacharayut sans prendre la responsabilité. Donc, tu pourrais dire que normalement, voilà, comme il n'a pas pris la responsabilité, lui, en fait, il n'a rien à foutre de savoir si c'était son champ ou pas, etc. Donc, il devait être cru en tant que témoin, qu'un témoin. Ça veut dire de dire que c'était le sien, tu vois. Ça veut dire si jamais par la suite, il y a une, voilà, donc sur le champ qu'il a vendu, il y a des gens qui disent non, c'était pas son champ, c'était le champ de quelqu'un d'autre, ou etc. Ça veut dire le deed, et voilà, c'était une vente, tu as vendu un truc qui lui appartenait pas. Tu pourrais dire en fait que le vendeur, il peut quand même être considéré comme un témoin, puisque comme lui, il n'a pas pris la responsabilité, donc il n'a rien à perdre si jamais en fait l'acheteur il perd son terrain, tu vois, ça veut dire puisqu'il n'a pas pris la responsabilité. Et donc, elle dit En meilo alea, mipnei shema amida b'al chovo. Parce qu'en fait, non, parce qu'en fait, le vendeur, il a quand même, si tu veux quelque chose à gagner, à dire que c'était son terrain. Parce que même si à la fin, en fait, il se trouve que lui, il avait emprunté de l'argent et qu'en fait, c'est à cause de ça que le terrain, en fait, il va revenir au prêteur, à son prêteur. Lui, il est content parce que grâce à ça, au moins, il a quand même payé sa dette, quoi.
Ouais, tu vois, c'est ce que la Gemara dit ça. Mais pour l'instant, c'est ça, c'est accessoire. C'est parce que je ne savais pas où commencer. Mais tu vois, la suite, c'est ça ce qui est important, c'est la suite. Et la Gemara, parce que la Gemara dit Vedavka bait osade, c'est simplement si quelqu'un il vend une maison ou un champ, parce que c'est des biens immobiliers, aval paravetalit lo. L'omibaya, ça veut dire, c'est sûr qu'en tous les cas, quelqu'un qui vend un champ ou un talit, il peut témoigner que c'était son champ, enfin, pas son champ. Si quelqu'un il vend une vache ou un talit, il peut témoigner que c'était sa vache et son talit, en disant que voilà qu'il lui a vendu et que lui, puisque quand lui, c'est-à-dire le vendeur, maintenant il n'a plus rien à perdre puisqu'il n'a pas pris de responsabilité sur cette vente, puisque voilà, ça veut dire il a vendu. Et maintenant, si jamais en fait quelqu'un dit non, mais ces objets, c'est des objets volés par exemple, et ils appartiennent à une tierce personne, en fait le vendeur il peut dire moi je témoigne qu'en tous les cas moi il m'appartenait et il serait cru a priori comme un témoin. Pourquoi? Parce qu'en fait, si tu veux, là, le vendeur, il n'a rien à gagner à savoir si c'était les siens ou pas. Parce que lui, il a déjà fait son fric en vendant l'objet. Et quand on vend un objet immobilier, en général, on n'est pas responsable. En tout cas, ici, il n'a pas pris la responsabilité de la vente, donc il a vendu sans prendre responsabilité. Donc, en fait, lui, maintenant, il perd rien, tu vois, ça veut dire à dire, non, mais c'était ma voiture, j'en sais rien, c'était mon objet que je t'ai vendu. Et voilà, il est contre une autre personne qui dirait, non, mais c'était à moi, on me les a volés. Parce qu'en fait, si tu veux, l'idée, c'est que lui, il a rien à gagner à dire que c'était les siens, puisqu'il a déjà vendu, il a vendu sans responsabilité. Et sur ça, l'Agma, elle explique pourquoi, elle explique, tu vois, qu'en fait, et pourquoi, tu peux dire, voilà, peut-être qu'en fait, que comme ça, en fait, lui doit de l'argent à l'autre personne, et qu'en fait, quand l'autre, il lui dit, non, mais c'était à moi, c'était parce qu'en fait, si tu veux, le vendeur, il avait emprunté de l'argent à cette tierce personne, et qu'en fait, lui, il a intérêt à dire que c'était à lui, comme ça, le type à qui il a emprunté de l'argent, si tu veux, il prend ça comme paiement pour sa dette. Et sur ça, la dit non, elle dit Metal Télé Ninhu, mais Metal Télé, parce que, en fait, pourquoi est-ce qu'ici, donc le vendeur, il n'a aucun intérêt, etc. Et même à dire que c'est à lui, parce que l'idée, c'est que même si, en fait, la personne qui réclame les biens en question, c'est quelqu'un à qui il a emprunté de l'argent, si tu veux, ces biens-là, ils sont pas, en fait, comme on a vu, ils peuvent jamais servir de garantie sur une dette. C'est-à-dire des biens mobiliers, pardon, ne peuvent pas servir de garantie sur une dette. Mais ça veut dire que les biens mobiliers ne servent pas de garantir sur une dette. Pourquoi? Ça veut dire bien que normalement, quand quelqu'un il emprunte de l'argent, dans le contrat d'endettement, on dit on met en collatéral tous ces biens pour le remboursement de la dette et même la chemise qu'on a sur soi. C'est comme ça que dans un contrat d'emprunt normalement, d'après la halakha, le type il met en collatéral, il y a marqué dans le contrat clairement, il dit je m'engage à te rembourser ma dette avec tous mes biens et même de la chemise que je porte sur moi. Ça veut dire que si jamais j'ai que ça, je paye ma dette avec ma chemise. Alors sur ça, l'Agma dit voilà, on voit bien que même les biens mobiliers, ils sont, on va dire, ils sont, comment dire, ça veut dire ils servent de, comment dire, si tu veux, de garantie sur la dette. Et l'Agma elle va dire non, elle dit va falgav des katavlé, bien que dans le contrat, quand on emprunte de l'argent, on écrit miglimad al katfe, ça veut dire même de la chemise qui est sur mes épaules. Anemile des tneu be'enayou, c'est uniquement si jamais en fait l'emprunteur, il les a pas vendus, ou ils sont toujours chez lui. Donc là, c'est vrai que le prêteur, il peut venir collecter sa dette de n'importe quoi, même de la chemise qu'il a sur ses épaules. Mais s'ils sont plus chez lui parce qu'il les a vendus, par exemple, il veut pas, les biens immobiliers ne peuvent pas servir de garantie sur une dette. Et là, il explique pourquoi. Et là, Filouasa ou Apotiki, ça veut dire même si jamais il a spécifié dans le contrat en disant voilà ce tableau ou cette voiture, quoi qu'il en soit, ils sont apothiqués, ça veut dire ils ont voilà designated repayment, ils ont dit en anglais. Ça veut dire ils sont vraiment le type il a écrit sur le contrat de la dette voilà et si jamais je te paye pas du cash, ça va être cette voiture que tu vas recevoir comme remboursement et qu'entre temps il a vendu la voiture à quelqu'un d'autre. Malgré tout aussi, ça ne peut pas servir de collatéral. Maïtahama, quelle est la raison? Rava, comme Rava il a dit. Rava a dit Rava ça avdo apotiki un chao. Rava a dit donc si quelqu'un il a vendu son esclave et il avait fait comme apotiki, ça veut dire il avait mis comme collatéral sur une dette. Balchov gove memeno. Ça veut dire le Balchov il peut récupérer donc l'esclave parce que c'est comme un terrain comme remboursement de la dette. Mais si quelqu'un il a fait shoro vachamoro apotiki, mais si jamais quelqu'un il a fait son taureau ou son âne c'est-à-dire comme paiement, comme collatéral sur une dette, ou mecharo qu'il a vendu, en balchov gove memeno,
l'emprunteur, le prêteur, il peut pas collecter sa dette dessus. Et pourquoi? Maïtahama, quelle est la raison? C'est ce que je vous disais. Ah, itlekala, ça veut dire que quand quelqu'un il vend un esclave ou il vend un terrain, c'est connu, ça veut dire ça fait, tu vois, c'est fait publiquement, ça génère un bruit. Ça veut dire que quelqu'un dit, voilà, cet esclave, tu vois, si tu veux, les esclaves, il n'y en avait pas beaucoup, c'est comme les terrains, ça veut dire, on sait, tu vois, qu'il a été vendu et tout le monde le sait. Donc, ça veut dire que l'acheteur, et surtout, même si jamais ils ont été mis en collatéral, aussi, tout le monde le sait. Donc, ça veut dire l'acheteur, quand il va acheter un esclave, il peut vérifier si jamais il est en collatéral sur une dette ou pas. Et s'il acquiert l'esclave, donc il le fait en connaissance de cause. Et donc après, donc si jamais si tu veux, l'emprunteur, il décide voilà, de collecter, alors tu vois, ça veut dire, voilà, ça serait. Donc ça marche, tu vois, ça veut dire, parce qu'en fait, si tu veux, l'acheteur, il peut se protéger parce qu'il sait qu'il y a un collatéral sur cet esclave ou sur ce terrain. Mais par contre, ça veut dire sur comment dire, un taureau ça veut dire ou un âne, en fait, comme c'est pas quelque chose qui est fait publiquement, donc en fait, l'acheteur, il sait pas qu'il y a un collatéral dessus, il peut pas ça, il peut pas vérifier. Et donc, en fait, c'est pour ça que même si jamais, donc, c'est pour ça que le prêteur, il pourrait pas collecter ça comme remboursement d'une dette si jamais ça a été vendu, parce que l'acheteur, en fait, il a acheté de bonne foi et en plus, il pourrait pas vérifier si jamais il y avait un collatéral dessus, tu comprends? Puis c'est ce que la Mishnah te dit, tu vois, ça veut dire, je peux dire en anglais, what's the reason this setting? Vous n'avez pas le cours qui doit commencer là? Ouais, c'est ça, si, tu vois, je sais. Ouais, je laisse Si tranquille. vous avez des gens qui attendent ou pas, c'est pour ça. C'est possible parce que tu vois, je commence à recevoir des messages un petit peu. Ouais. Ok, d'accord. Donc, non, mais voilà, mais c'est un pour vous dire, voilà, donc j'arrête ici. Mais tu vois, c'est un pour vous dire qu'en fait, c'est une question sur Rashi, quoi, parce que quand la Gemara, tu vois, dans Baba Batra, voilà, c'est page 44b, tu vois, elle dit clairement qu'en fait, la raison pour laquelle on ne veut pas mettre un bien mobilier comme collatéral, c'est pas parce qu'en fait, le prêteur, il fait pas confiance. Parce qu'on voit quand même si le prêteur, il a spécifié dans le contrat qu'il voulait ça comme remboursement, comme tel ou tel taureau, tel ou tel âne, telle ou telle voiture, ça marche pas. Et la raison, elle est parce qu'en fait, l'acheteur, il peut pas se protéger. Parce que comme c'est pas fait d'une manière publique et les choses, ils sont pas fichées, etc. Donc, en fait, l'acheteur, ça casserait tout le business parce que quelqu'un, il peut mettre des collatérales, tu vois, sur des objets comme ça, les vendre et ensuite, l'acheteur, il peut pas le savoir. Ensuite, l'emprunteur, il va collecter l'ordinateur ou l'objet vendu de l'acheteur et l'acheteur, il va perdre et comme ça, tout le business, il va être foutu en l'air, tu vois. Puisque l'acheteur, il n'a aucune manière de vérifier, tu vois, de se protéger. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas utiliser des collatérales d'objets mobiles. Et donc, tu vois, c'est pour ça que c'est une question sur Rashi. Quand Rashi, il a dit que la raison, c'est parce que l'emprunteur, il ne fait pas confiance, tu vois. Il fait confiance que ce qu'il voit, que sur des objets immobiliers, parce qu'il les voit, il sait qu'ils vont partir nulle part. Donc, tu vois, alors que l'Agmara, elle a donné une autre raison, tu vois. Donc, je ne sais pas pourquoi Rashi, tu vois, il a, si tu veux, voilà, il n'a pas appelé la raison d'Agmara. Voilà, c'est tout. Moi, j'arrête ici et je vous dis, voilà, je vais donc commencer l'autre cours. À l'école tout. Alors on va sur l'autre. Ouais, je vais sur l'école tout. Il y a le lien, vous l'avez envoyé déjà? Je pense que oui. Je pense que oui. Ah d'accord, ok. Ok, Ouais. top. Alors, Ouais. merci Raoul.